Écoutez, voilà, on est ensemble, je suis ravi de vous accueillir. Donc fraude documentaire quand l'IA brouille les pistes et renforce la confiance. On revient sur finalement un peu la première thématique du début de journée, sur la fraude. Parce qu'imaginez aujourd'hui en quelques clics, vous avez un fraudeur qui peut récupérer une facture d'énergie parfaite, un avis d'imposition impeccable, un bulletin de salaire, plus vrai que nature. Jean-Christian est un grand spécialiste, des sites où il faut aller récupérer ça. Et donc ce fraudeur, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il franchit vos barrières KYC, il dé Je me fais mes propres bulletins de salaire moi-même maintenant, de toute façon. donc voilà, il déclenche un virement, il ouvre un contrat d'assurance vie ou un appartement, il disparaît dans la nature. Et ben, on est dans l'ère de la fraude actuelle où les outils, d'IA génératifs sont capables de transformer finalement n'importe quel de nos postes de travail en véritable atelier clandestin. Aujourd'hui, c'est quand même assez facile de faire tout ça. Et pendant que les équipes métiers, finalement, doivent absorber une avalanche de justificatifs numériques, ben, les régulateurs, eux, raffermissent ou tentent de raffermir les exigences. Alors PV certifié, audit de l'expérience client, l'UTML renforcé et cetera et cetera. Résultat, bah, ce que je vois sur LinkedIn, c'est que les responsables conformité et les risk managers, marchent sur un fil. Parce qu'ils doivent offrir un parcours fluide sans sacrifier la sécurité, maintenir la confiance tout en préservant la conversion. Et ça, c'est pas simple. Donc l'idée de ce webinaire, c'est qu'on parle de tout ça, qu'on plonge au cœur de ce bras de fer entre les fraudeurs qui sont hyper technophiles aujourd'hui et les défenseurs de la confiance numérique dont vous faites partie. Donc on va passer en revue les technologies qui permettent de contre-attaquer et qui croisent l'IA, les contrôles de cohérence, les bases externes, etc. Puis on va débattre de cet équilibre un peu délicat entre protection et expérience utilisateur. Mais avant, moi j'ai une question quand même qui reste en suspens, que je ne comprends pas et on va en débattre après, que vous soyez présenté. C'est pourquoi nos documents d'identité, alors là je parle du passeport et de la carte d'identité électronique, pourquoi ces documents sont bardés de puces, d'hologrammes, de papier à filigrane, d'encre, variable et cetera? Alors que les justificatifs que nous joignons à nos dossiers d'onboarding, donc les relevés d'énergie, quittances de loyer, attestations diverses, et cetera, bah, demeurent étonnamment nus, facilement falsifiables et privés ou presque de tout dispositif de sécurité. Il y a parfois un 2D doc qui traîne dans le coin, mais c'est quand même assez rare. Voilà, donc pour répondre à ces questions, ben, je vais me tourner vers Catherine Moisy, qui est Head of Product Management chez Signature It, et Jean-Christian Valette, qui est directeur marketing KYC et fraude chez Tessie. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser d'abord vous présenter, puis après vous répondrez à ma question. Je vous laisse présenter un petit peu ce que vous faites et vos entreprises respectives, et après on reprend le fil de notre discussion. Non, enfin, Parfait. Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Wesy, je suis la Head of Product Management dans le groupe Signature-It. Donc, le groupe Signature-It, c'est un groupe européen de signature électronique, de KYC, d'ID vérification et de parcours 360 intégrant l'intégralité de ces modules et qui propose de la confiance à tous les niveaux. et moi, je suis Jean-Christian Valette, donc effectivement, je m'occupe du marketing sur tout ce qui est entrée en relation, KYC, conformité et le sujet de la fraude, mais pas que du documentaire. On va y revenir d'ailleurs. Et Tessie, bah, c'est une entreprise voilà, de 13 000 personnes dans le monde entier et qui fait du business process services, donc à la fois du BPO, c'est-à-dire du back-office, hein, et puis en même temps une partie édition de logiciels, et là en l'occurrence un logiciel qui s'appelle Tessie Smart Control sur la fraude documentaire. Donc, je rappelle le scope de notre intervention. Alors là, on parle de fraude documentaire, mais on ne va pas parler que de ça. Mais quand on parle de documents, on parle des factures, des contrats, des justificatifs et de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que vous êtes d'accord avec moi, hein, ces documents-là, dont on a besoin, bah, sont très peu, ou enfin, en tout Mais cas, oui, très peu protégés, facilement falsifiables. mais tu vas trouver la réponse très facilement, Eric, tu la connais d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas protégés? Pour répondre à ta question tout à l'heure. Ah ben vas-y, je te laisse répondre. La raison, elle est économique, tout simplement. La Oui, ça raison, coûte cher. elle est Oui. économique, parce que si je reprends ton exemple du 2D Doc, qui est effectivement un, un- un certificateur de documents par essence, quoi. Ça paraît génial, le 2D Doc, mais sauf qu'il faut le payer. Il faut que celui qui l'émet, qui la pose sur son document, si on prend une facture, il faut que l'émetteur de la facture, ait quelque chose à gagner, parce que ça coûte, on est dans l'ordre du pouillème de centimes, hein, mais du pouillème de centimes fois des millions d'émissions de factures, eh bien, voilà, il faut que l'émetteur ait un intérêt lui-même. Donc,
il y a des cas d'usage où quand un émetteur va re-recevoir le même document qu'il a émis dans le cadre d'un cas d'usage, d'un process, dans ce cas-là, il est intéressé. Mais sinon, ben non. Et alors, là où on en trouve, comme par hasard, c'est dans tout ce qui est régalien. Donc oui, les avis d'impôt, il y en a. Oui, il y a des factures EDF, mais parce que EDF, c'est le public aussi. Donc dans tout ce qui est public, on va en trouver du 2D doc. Et tout ce qui n'est pas public, eh ben, on en trouve beaucoup moins. Mais ce serait effectivement une des meilleures solutions. On commence à en voir un tout petit peu sur les bulletins de salaire privés, mais effectivement, je suis d'accord avec Jean. Ouais, Jean-Christian, c'est l'ordre du pouillet, mais on est sur des très grosses entreprises, donc qui ont des milliers de salariés, mais effectivement, pour le cas des TPME, qui sont quand même l'essentiel des entreprises qui émettent des bulletins de salaire aujourd'hui, c'est plus compliqué pour elles, économiquement. Bon, donc finalement, tout ça, ça ouvre la porte à des tas de fraudes diverses et variées. Et donc, Tessie… Moi, Eric, je rebondis parce que pour être complet dans ma réponse, c'est super intéressant parce que tu vois, il y a le levier économique, mais il y a le levier, j'ai envie de dire, tout est politique. Tout est politique. Regarde le certificat d'arrêt de travail, le nouveau qui arrive là en place là au mois de juillet, il est maintenant sécurisé. Le papier, je parle, hein, l'arrêt de travail papier. Il est sécurisé avec un hologramme, etc. Donc ça bouge petit à petit parce qu'il y a une volonté politique, parce qu'ils se sont rendus compte que l'année dernière, les fraudes aux arrêts de travail avaient été multipliées par 2 ou 3, je ne sais plus. Mais donc il y a un vrai sujet, que le sujet de la fraude, on le voit bien, lié aux aspects budgétaires problématiques de la France, et donc éminemment politique. Là, ça bouge. Mais tant qu'on n'arrive pas au niveau politique, ça ne bougera pas. Oui, et puis tout est, on va en reparler tout au long de ce webinaire, mais tout est dans le calcul bénéfice-risque en fait. Tant que les impacts négatifs ne sont pas trop forts économiquement, bon, il n'y a pas forcément d'intérêt d'investir, mais dès que ça commence à vraiment chiffrer, là, on voit les entreprises et les industries commencer à mettre en place des moyens afin de protéger leurs documents. Alors, je ne savais pas pour l'arrêt de travail, je n'avais pas suivi cette histoire. En tout cas, ça, compte sur moi pour un post LinkedIn. J'en ai déjà fait un, mais vas-y. Ah mince. Plus on sera, mieux ce sera. Très bien. Bon, alors, vous êtes au cœur finalement de la surveillance de toute cette fraude. Alors justement, quel regard vous portez là-dessus et surtout, quels chiffres est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez… Alors, Tessie a un observatoire. Oui, voilà. La première des choses, effectivement, tu as raison, c'est de regarder, factualiser de quoi on parle et quantifier le plus possible. Ce qui est compliqué, c'est que la fraude, déjà même la fraude en tant que telle, sans parler de la fraude documentaire, les chiffres varient et même l'administration a du mal. Par exemple, pour la fraude fiscale, les chiffres ils vont entre 30 milliards et 100 milliards. Tu vois un petit peu. Donc, il n'y a pas un chiffre officiel émis par le gouvernement. On a pour usage la place de retenir plutôt 80 à 100 milliards. Mais voilà. Donc, et puis, alors, quand on va dans la fraude documentaire, c'est encore plus compliqué. Néanmoins, on a réussi quand même. D'ailleurs, je vais partager peut-être une slide si je peux. Oui. Je n'ai jamais fait sur. Non, je vais arrêter là parce que j'essaie de partager. Mais... Alors, tu peux partager et après tu choisis. À l'écran, voilà. L'écran. Voilà. Une fenêtre et ça doit être celle-là. Il y a juste 4 chiffres, hein. C'est juste parce que on retient mieux quand on les voit. Vous voyez ou pas là? Non, on ne voit rien du tout. Non. Là, ça arrive. Ah, voilà. Donc, l'observatoire de Tessie de la fraude documentaire, vous voyez, c'est un document qui est disponible au téléchargement sur le site de Tessie. Ça fait une trentaine de pages. Et j'ai voulu simplement vous mettre 5 chiffres. Hein. On a donc estimé, mais c'est compliqué, on a eu du mal, à minimum 65 milliards d'euros de pertes annuelles en France liées à la fraude documentaire. Donc, ça inclut tout ce qui est public et ce qui est privé, les banques, les assurances, le transport. Et puis, alors, quelque chose qui explose et qu'on n'a pas vraiment en tête, c'est le e-commerce, la fraude au retour. C'est devenu un sport national. Rien que ça, c'est 17 milliards d'euros estimés de pertes. Et c'est beaucoup de la fraude documentaire. La fraude numérique qui explose, évidemment, donc plus 244%. Il ne faut jamais oublier qu'il y a plus de 200 000 victimes d'usurpation d'identité en France par an. Et puis, on a des études parallèles à cet observatoire qui focus sur des
des gens qui vont avouer. Ils nous disent, ben voilà, moi, pour souscrire un contrat d'assurance ou dans la banque, j'ai falsifié un document. Et ils sont entre 10 et 30%, selon 30%, c'est plutôt dans la location immobilière pour avoir un appart. Voilà, entre 10 et 30% des gens qui avouent avoir trafiqué un document. Et puis les causes, c'est la précarité économique qui est citée en premier, mais tout juste, vraiment un tout petit peu juste devant, le sentiment d'impunité. En gros, c'est pas grave, tout le monde fait pareil, voilà, c'est rien du tout. C'est ce qu'on appelle la friendly fraud. C'est OK, je bidouille sur Photoshop ma facture ou mon bulletin de salaire, mais bon, c'est pas bien grave. Puis, de toute façon, j'aurai rien avant qu'on me mette en taule pour ça. Et puis la méconnaissance des risques, parce qu'ils savent pas que finalement c'est grave de frauder. Oui, c'est vrai qu'on est dans l'ère de la fraude à de service quasiment aujourd'hui et qu'il n'y a pas ce sentiment de se dire mince, c'est assez grave. Et que les risques, c'est vrai qu'on les connaît pas. Enfin, on en parlait un tout petit peu la dernière fois. On a tous, et je pense que ceux qui nous écoutent aussi, une fois, enfin, je pense, fait un faux, non? Moi, non. Non. Parce à usage professionnel, pour tester notre solution, oui. J'en ai fait, mais non. Non. Bon. Non. Bon, et puis surtout, ça se voit beaucoup dans l'immobilier, notamment les chiffres de Jean-Christian le montrent, mais le secteur de l'immobilier, surtout sur la location, est tellement tendu qu'en fait, les gens ne veulent pas partir sans certaines armes. Ils se disent, vu que tout le monde fraude, moi aussi je vais le faire, quoi. Parce que sinon, mon dossier, il ne va pas passer. On va prendre l'exemple sur la région parisienne, où on se retrouve avec des centaines, voire des milliers de dossiers pour une seule annonce. Bon, si mon dossier il n'est pas parfait, il ne passe pas. Donc, je ne vais pas faire un faux dossier, mais je vais l'améliorer. C'est plutôt ça. Ouais. Donc, on va être sur du vrai document sur lequel on va ajouter des choses, ajouter un 0 sur sa fiche de paye, ajouter, dire qu'on est en CDI ou au lieu d'être en CDD sur son attestation employeur. Voilà. Et ça, pour le coup, l'IA, elle sert à ça, à faire des choses de plus en plus facilement, à falsifier des documents de plus en plus facilement. Je vais prendre un vrai, je vais le passer sur Photoshop, je vais tenter deux choses. J'ai pas besoin de faire quelque chose de complètement propre, mais s'il n'y a pas de contrôle un peu poussé, ça va passer et mon dossier va passer, je vais avoir mon logement et c'est ça qui va m'intéresser à la fin. Bon, ça c'est l'IA offensive, mais il y a l'IA défensive qui est intégrée certainement à vos solutions respectives et qui permet justement de détecter ça, enfin j'imagine, non? Bien sûr, c'est tout l'objectif de faire du contrôle automatisé. À la fois, on va repérer le document, on va le détecter, et puis on va appliquer ce qu'on appelle des points de contrôle, où là, on va aller dans des détails de plus en plus précis, justement, parce que le fraudeur du dimanche, celui dont on parle, qui va juste rajouter un 0 sur son bulletin de salaire, il va pas forcément penser à changer l'intégralité des petites lignes sur son bulletin de salaire, il va pas penser à avoir les mentions. Donc, ceux-là, on va être en capacité de les détecter très facilement. Il y a des choses qui sont beaucoup plus élaborées où là, il faut qu'on travaille nous plus à entraîner nos prompts, notamment. On a une équipe en interne qui ne fait que ça, qui entraîne au quotidien et qui réentraîne pour détecter de plus en plus la fraude. Justement, c'est pour aller détecter des vrais presque à l'œil nu, mais en fait qui sont des faux et qui sont générés par des sites qui font ça très, 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 très bien. Ouais, c'est ce que j'appelle des vrais faux, en fait, parce que ce n'est pas des documents trafiqués. Il n'y a pas d'IA, en fait. Là on est parce que l'IA, là, c'est le sujet central, mais il ne faut vraiment pas trop fantasmer là-dessus. Je vais y revenir juste après avec un exemple concret. Mais il y a tous ces sites de génération, même pas de génération, de création de vrais faux documents, l'exemple de la fausse facture, de la vraie fausse facture, où je ne vais pas avoir le problème là que tu mentionnes, Catherine, sur les petites lignes, les calculs qui seront bien cohérents, etc. Parce que c'est un site qui est tellement bien fait que, alors je ne vais pas citer son nom ici, mais vous pourrez en trouver ou me demander parallèlement, sauf si Eric, tu veux qu'on le cite, où vous allez déterminer votre salaire, le nom de la société, et le code NAF, la convention nationale, etc. seront les bonnes. Et vous allez donc avoir tous les chiffres qui vont être bons, et ça sort un document qui est indétectable parce que c'est un vrai document. C'est un vrai document, et voilà. Sauf qu'il a été créé de toutes pièces. Alors, et c'est là que l'IA arrive, c'est que ce que tu disais, Catherine, c'est qu'on va apprendre à notre outil à reconnaître le template des documents qui sortent de ces sites-là, mais ce n'est que parce qu'on a la chance que ces sites sont un peu feignants et qu'ils ne mettent pas à jour très souvent leur template qu'on arrive à leur courir après. Mais si demain, ils changent leur template,
on ne va plus le reconnaître. Il va falloir encore quelques semaines pour qu'on les détecte et qu'on apprenne à notre système à les reconnaître. D'accord, mais justement, comment l'IA a amélioré le contrôle de KYC au sein de vos systèmes? Est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment un avant et un après? Est-ce que c'est récent, cet apport technologique? Alors, il y a de l'IA depuis 20 ans dans le contrôle documentaire. Dans l'OCR, déjà, il y a de l'IA. Après, tout ça, maintenant, on dote de plus en plus l'OCR avec du LLM. Il y a de l'IA déjà qui sort de tout ce qui est OCR. C'est ce qu'on appelle le Document Visual Question Answering. C'est du prompt, c'est du chat GPT, on va dire, et on va plugger à nos systèmes en amont à l'entrée du document avec un prompt donc en IA générative. On va lui dire, par exemple, un document très sale, un manuscrit mal écrit avec des ratures, etc. On va lui dire quel est le numéro de contrat, par exemple, si c'est une déclaration d'assurance ou autre, même s'il est très mal écrit, etc. Donc, avec ce prompt, il va aller trouver dans la logique du document que ça, c'est le numéro de contrat et il va aller le déchiffrer. Et là, on gagne énormément en efficacité, en rapidité et en sécurité d'extraction. Mais là, on est en amont du contrôle, on est dans l'extraction des données du document. Ça permet aussi l'IA quand même, effectivement, alors je suis d'accord avec toi, hein, je ne sais plus pour combien de temps on en fait, fin des années 2000, hein, ça fait vraiment longtemps, mais surtout ça permet de traiter la masse. En fait, quand on a affaire à des clients qui vont devoir gérer des milliers de documents par jour, humainement, c'est compliqué de traiter un document un par un, et justement l'IA aide à industrialiser en fait ces contrôles. C'est surtout ça, c'est surtout là-dessus. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Jean-Christian, sur toute la partie justement extraction avec ces prompts et l'IA générative et des agents IA qu'on peut mettre aussi pour aider justement des agents de back-office à traiter les documents. Mais vraiment, c'est le fait de pouvoir traiter en masse et que l'intégralité des documents passe dans cette moulinette, là où l'humain soit prenait énormément de temps pour tous les traiter, soit n'en traitait qu'une certaine quantité et laisser passer tout le reste en fait. Ouais, ça c'est le côté industriel. Puis après il y a le côté, là je vous montre, là c'est vraiment unitaire avec donc un faux passeport polonais. Alors en haut vous voyez le vrai passeport polonais, en bas vous voyez le faux passeport polonais généré par ChatGPT. Et en rouge vous voyez les problèmes qu'il y a sur ce passeport. Donc on les connaît. Vous voyez, hein, il y a des trucs vraiment flagrants. L'hologramme par exemple, il n'a rien à voir. Voilà. Et donc les systèmes récents, hein, enfin tous, hein, Catherine, je suis sûr que vous faites la même chose, vont pouvoir détecter quand même. C'est pour ça que je dis attention au fantasme. L'IA générative a fait beaucoup de progrès, mais nous aussi, et d'autant plus que l'IA générative qui fait un faux passeport, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et je vous montre juste la slide d'après. Ah non, hop, j'ai raté. Bon, la page d'après, c'était notre outil qui détecte. Il y a une vingtaine sur ce que je vous ai montré, il y a une vingtaine de lumières rouges qui se sont allumées dans notre outil, qui ont dit là, il y a un problème. Tout ce que je vous montrais, les zones rouges là. Donc, on détecte aujourd'hui quand même très bien ce qui est généré par IA générative. Oui. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Franchement, oui, juste pour moi, le passeport, mais c'est mon avis, hein, pour moi, le passeport, la carte d'identité, c'est encore quelque chose à part. Parce que je pense que c'est plus facilement détectable et c'est déjà rentré dans les outils de vérification. Par contre, tous les documents dont on parle, tous les documents justificatifs, c'est eux qui posent problème. C'est ce fameux bulletin de salaire qui n'est pas conforme et qui peut-être va me créer un surendettement pas possible ou je vais détourner des sous ou j'en sais rien. Enfin, encore l'identité, je pense qu'elle est facilement détectable. C'est ce que je veux dire, non? Est-ce que je me trompe? Alors, sur l'identité, effectivement, et en plus, il y a d'autres moyens de vérification d'identité en complément de la pièce, maintenant, de plus en plus. Et ce qu'on constate sur les documents d'identité, c'est que souvent, ce sont des vrais documents. C'est-à-dire que si juste on prend le numéro du document, le numéro du document est vrai, la question ne se pose pas. C'est si on va un peu plus loin, comme a montré Jean-Christian, on va se rendre compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui a pris le passeport de quelqu'un d'autre et qui a juste changé son nom. Donc ça, maintenant, oui, on est quand même clairement en capacité de les détecter assez facilement sur ces pièces d'identité. Il y a de plus en plus de points de contrôle. On a des experts fraude aussi qui nous permettent de faire de l'analyse à froid pour justement nous améliorer également. L'œil humain n'est quand même pas complètement sorti de ces process, même s'ils ne le sont plus forcément dans le temps réel, mais ils le sont encore pour nous aider justement dans cette amélioration continue.
Et sur les autres documents, en fait, là où il faut continuer à aller plus loin, c'est sur les contrôles interdocumentaires, où justement, on va appliquer des points de contrôle, mais on va comparer des données, on va appeler des bases. On ne peut plus juste contrôler un document pour contrôler un document, c'est-à-dire extraire et contrôler. Lui tout seul, ça ne suffit plus pour tout détecter, en tout cas. Là, maintenant, on va aller plus loin, où on va analyser des données entre les documents d'un même dossier KYC. Un dossier KYC, typiquement, ça n'est pas un seul document, c'est plusieurs documents. Donc, on va aller plus loin, on va aller appeler des bases de données externes, justement, qui vont nous aider à vérifier la véracité des informations. On va s'appuyer aussi sur d'autres technologies, type de l'open banking, par exemple, sur lequel on va pouvoir aussi aller contrôler de la donnée. C'est pas parce qu'on a ces outils qu'il faut qu'on arrête de contrôler. Le fraudeur, s'il veut frauder, il va toujours essayer de frauder. Donc, c'est à nous d'être de plus en plus performants et de pouvoir processer du contrôle tout au long du parcours, en fait. Et de performance, justement, sans friction, parce que alors, quand on parle d'onboarding, on parle d'onboarding souvent digital, que ce soit les banques qui sont, je vous parle de ça parce que j'ai testé Revolut, là, qui est un parcours d'enrôlement assez facile, mais il y a les assurances, l'immobilier, l'administration, enfin il y a plein de choses. Donc cet onboarding digital doit rester fluide, sécurisé, et c'est là où souvent où on peut parler de PVID. Souvent, enfin, moi, j'abandonne pas, mais j'ai vu autour de moi certaines personnes qui abandonnaient le parcours parce que ça devenait compliqué. Vas-y, Jean-Christian. Oui, non, juste là aussi, attention aux fantasmes. C'est un point super important ce que tu dis, Eric, là, ce que tu évoques, hein, parce que c'est le nœud du sujet. Je dis juste attention aux fantasmes. Alors, je dois avoir le chiffre quelque part, mais c'est 15%, je vous donnerai la source plus tard si vous voulez. C'est 15% des gens qui arrêtent un parcours. Alors, j'ai le chiffre sur du paiement, pas sur un onboarding KYC, mais sur du paiement. Mais ça donne un indice quand même. Seulement 15% des gens disent avoir arrêté un parcours de paiement parce que le parcours était trop contraignant en termes justement anti-fraude, on demande des pièces ou de se envoyer sa carte d'identité ou autre. C'est 15%, mais ce n'est que 15%. Donc, je veux dire, et le sens de l'histoire, c'est mon avis, et c'est ce que je vois tous les jours avec nos clients. Le sens de l'histoire, au dernier moment, sauf certains secteurs d'activité, style e-commerce, mais qui sont en train de revenir là-dessus. Quand je vous disais les 17 milliards d'euros de fraude au retour dans le e-commerce, ça y est, ils ont compris, hein, ils sont en train de s'en occuper. Et donc là où pendant des années, ils se sont dit oui, il faut gérer le curseur au bon endroit pour ne pas perdre trop de chiffre d'affaires, ça y est, la marée est arrivée et ils sont en train de se dire ouais, il vaut mieux quand même mettre un petit peu plus dur. On va en perdre, mais ceux qui restent, au moins, ils seront bons. Et au global, la balance globale est meilleure. Donc, la tendance générale, c'est que, et on le voit dans la banque aussi, parce qu'en plus, réglementairement, c'est toujours le client qui a raison. On voit bien que la notion de nuance, de négligence grave invoquée par les banquiers, de moins en moins elle marche devant les juges, et que de plus en plus, la banque doit payer. Et donc, les banques, petit à petit, resserrent la vis. C'est ça la tendance de fond que moi je vois. Oui, on le voit aussi sur le secteur assurantiel, hein, où pendant longtemps, c'était plus, on était quand même dans la confiance a priori, notamment justement pour gagner des parts de marché. Hein. Le sujet est toujours économique à la fin. Hein, donc, et là, de plus en plus, les parcours se sécurisent parce que idem, hein, la fraude à l'assurance peut atteindre des montants assez importants, et surtout la régulation est de plus en plus, les contrôles sont de plus en plus forts auprès des assurances, et donc ça les oblige aussi à sécuriser leur parcours pour être certains d'avoir les bonnes personnes. Idem sur l'immobilier. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de contrôles. Je préfère avoir quelqu'un qui me donne des bons documents et qui va être un bon payeur plutôt que quelqu'un qui a un excellent dossier et qui, dès le premier mois, ne paiera plus rien. Ouais. Exactement. Et alors, donc, la solution qu'on voit émerger de plus en plus, une fois qu'on a dit tous les deux qu'on a dit ça, c'est d'en faire le plus intelligent, c'est de le faire crescendo, c'est-à-dire utiliser justement les techniques actuelles d'IA, d'algorithmes, de score prédictif pour dire, ben voilà, cette personne qui rentre dans mon funnel là, qui a tel âge, s'appelle comme ça, non, mais habite dans telle région, a tel track record dans mes comptes, etc.,
lui, je vais lui donner un score fraude plutôt bon et je vais lui faire le parcours light. Je ne vais pas trop l'embêter. Par contre, cette telle autre personne, et il y a des fintechs, des startups qui se sont spécialisés là-dedans, hein, dans la construction de modèles pour construire des scores fraude en amont du parcours d'onboarding. Et donc, telle autre personne qui a un profil qu'on aime moins, parce qu'elle ressemble beaucoup à d'autres personnes qu'on connaît qui ont fraudé chez nous, eh bien, on va lui présenter le parcours, tout ça de façon évidemment invisible pour lui, hein, mais on va lui présenter un parcours un peu plus sécurisé, on va lui demander plus de pièces ou une confirmation par OTP ou autre. Donc, en fait, de plus en plus, ils essayent d'individualiser le parcours en fonction du profil de risque fraude de chaque client. Ouais, nous on le voit pas mal notamment sur le secteur des banques d'investissement, où vraiment on est dans cette démarche complète où en fonction du profil de l'investisseur, on va plus ou moins sécuriser le parcours, on va plus ou moins rajouter des documents ou alors on va faire une vérification d'identité plus forte. Ça clairement de plus en plus vraiment, je pense que même la banque d'investissement est presque un peu précurseur là-dessus. Enfin, en tout cas moi dans les clients qu'on a chez nous, c'est vraiment par eux que ça a commencé et là ça se développe de plus en plus, d'où l'intérêt de fournir des alternatives en fait dans les parcours, de pas juste pouvoir proposer une seule façon de vérifier. Quand on propose de lutter contre la fraude documentaire, on aide nos clients justement à trouver jusqu'où ils souhaitent pouvoir sécuriser leur parcours, à quel moment ils souhaitent bloquer, ajouter des documents. Ça, c'est tout le module KYC pour le coup qui est présenté chez Signaturit. C'est comme ça qu'on travaille avec nos clients. D'accord. Bah, vous m'apprenez quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait du scoring et des parcours différents qui étaient proposés en fonction du scoring Tout qui à fait. était. Oui. Et dans quel secteur? Banque, assurance ou dans d'autres secteurs aussi? Moi, j'ai un exemple concret chez nous dans du crédit conso. Mm. Et puis l'exemple, alors ça c'est vraiment un client à nous, donc voilà. Et puis ce que je mentionnais tout à l'heure, c'était plutôt dans le paiement. Et ça c'est un exemple de marché que j'ai en tête, mais pas personnellement connu. Mais l'exemple que j'ai dans le crédit conso, c'est encore plus fin que ça. C'est qu'on a mis un système de contrôle de validité du comment à la toute entrée du parcours, au moment où il upload ses pièces. Et là on dit juste est-ce que la carte d'identité, etc. c'est lisible, et est-ce que les dates sont bonnes par rapport à ce qu'on a demandé. Et ensuite, ça passe au niveau étude pour le crédit. Et c'est là que le score fraude tourne. Le score fraude du client, enfin de la banque, hein, il tourne. Et en fonction du résultat du score fraude, on va nous faire jouer différentes technologies différentes qui vont apporter un degré de sécurité plus ou moins fort, avec un prix différent. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un bon score fraude, on va lui faire un niveau, ce qu'on appelle, nous, le niveau vérifié, c'est-à-dire, on va appeler ce que disait Catherine tout à l'heure, les contrôles classique intra-document, inter-document, appel à certaines bases, etc. Et puis pour un score fraude plus dégradé, là, on va chercher, si possible, et là, on va arriver, à mon avis, à une autre question que tu vas nous poser, si possible, à avoir la garantie d'authenticité du document. Exactement. Par exemple, blockchain, par exemple, open data, si possible, aller chercher la facture directement. Mais ça n'est pas toujours disponible. Voilà. D'accord. Et ce parcours, enfin, ces différents parcours, tout ça est automatisé ou il y a un humain derrière qui a un non, moment. c'est un moteur. On a mis un an à le construire. C'est un moteur qui fait tout ça. Oui. Maintenant, tout est automatisé, ça se code. Hein. On permet, en fonction des résultats, les résultats sont automatiques. Donc, en fonction des résultats qui sont sortis sur les étapes précédentes qui ont été faites par les candidats, hop, on va diriger vers l'un ou l'autre, en fait, où on va ajouter ou enlever des étapes ou des documents ou des vérifications. Ça se fait maintenant de manière complètement automatisée. Hein. Depuis un moment déjà. Ouais. Ok. Alors maintenant, je m'interroge malgré tout. On a quand même, vous en parliez, on a du DoDeDoc, PVID, du scoring, des parcours différents, du KYC, de l'IA qui permet des traitements de masse, etc. Et malgré tout, on n'arrive pas à juguler cette fraude. Ou en tout cas, les chiffres montrent qu'elle augmente. Donc, quelle technologie il faut, quelle est la recette? Les fraudeurs, ils testent. Vas-y, les fraudeurs, ils testent. Hein. Dès qu'on arrive sur des parcours un peu plus complexes en termes de sécurité, les premiers qui arrêtent, pour le coup, ces fameux 15% qui abandonnent, souvent c'est eux les vrais fraudeurs, en fait, parce que ils vont pas aller là où on peut les détecter.
Donc, ils vont aller par exemple, sur du crédit. Le crédit, c'est quand même un secteur qui est assez concurrentiel. Il n'y a pas qu'un seul établissement de crédit qui délivre des crédits en France. Donc, je vais tester chez l'un, je vais tester chez l'autre, je vais retester chez l'autre, et puis je vais tenter, et ça va finir par passer. Donc, forcément, il y en aura toujours. Et puis, il s'améliore aussi. De plus en plus, donc à nous de suivre et d'être de plus en plus prédictifs. Jean-Christian, tu voulais réagir? Non, mais ça allait dans le même sens. Il y a un phénomène qu'il faut quand même prendre en compte, on dit la fraude augmente, oui, mais c'est parce qu'on la détecte mieux. Tu sais, c'est un peu comme la délinquance. Les chiffres de viol augmentent, mais parce que il y a beaucoup plus de dépôts de plaintes. Donc, tu vois, il y a ce phénomène-là auquel il faut faire attention. Si je prends l'exemple du paiement, la fraude au paiement carte bancaire, il stagne depuis plusieurs années. Tu vois, donc, il faut faire attention. Ceci dit, ce qui est certain, c'est que les fraudeurs sont toujours là et ils sont à l'affût des failles. Et les failles, il y en a toujours. Voilà. Oui, mais alors, pardon, je te coupe parce que j'ai un truc qui me vient en tête. Tu parles de la fraude au paiement, et on parlait du 2D Doc qui avait un coût. Je me rappelle que plusieurs banques ont lancé cette fameuse carte bancaire, vous vous rappelez, avec un petit écran LCD derrière et les 3 numéros CVV là, qui changeaient en permanence à chaque. Et finalement, c'est resté un peu lettre morte cette histoire. Il n'y a pas eu d'adoption de masse parce que le coût était plus élevé. Est-ce que c'est pas aussi une question de coût des technologies à mettre en place pour justement dire ok, stop, on arrête tout, quoi? Non? Je suis pas certaine. Après, alors sur la partie paiement, elle s'est quand même aussi beaucoup numérisée, hein. On est quand même sur de l'authentification du paiement sur Internet avec la double authentification via son appli, du biométrique. Donc effectivement, la partie pour le coup carte bancaire physique, c'est un coût effectivement. Il faut aussi gérer l'adoption. C'est pas parce que je le propose que les gens vont vouloir le faire. Parce que si je propose une carte bancaire avec les chiffres qui tournent, mais que cette carte bancaire, elle va me coûter 10 € de plus à moi, client de la banque. Et à la banque en plus, oui. Voilà, je vais peut-être pas la prendre. Je vois Jean-Christian dubitatif. Non, pas dubitatif. Non. Parce que là, après, on a envie de dire oui, il y a des choses qui sont pas chères et qui arrivent. Je suppose que tu vas nous parler, il reste 5 minutes, c'est ça? Tu vas nous parler du wallet. Oui, ça va être. Parce que c'est la panacée, parce que tout le monde ne jure que par le wallet. Alors oui, c'est génial le wallet, et puis ça va être gratos, etc. Mais je vais abonder dans tout ce qu'on vient de dire, je vais renfoncer le clou. Le wallet, pour moi, c'est génial, mais c'est pas le Graal. Ça fait un bon slogan, ça. C'est génial, mais c'est pas le Graal. Il sera déjà, bon, c'est bientôt, hein, c'est dans un peu plus d'un an, mais tout le monde dit ça va régler tous les problèmes. Bon, déjà, non, parce que ça va être facultatif. Ah. C'est lui, ouais. C'est facultatif. Attends, on t'a perdu. On l'a complètement perdu. Si, c'est bon. Voilà, ce sera facultatif, ça va mettre du temps à s'implanter. Le taux de détention, il sera, d'après les études qu'on a, de 70 à 80% maximum, et là je parle en 2032. Donc il y aura toujours une grosse frange de la population, et ça implique des questions d'inclusivité. Hein. Il faudra toujours des parcours alternatifs, toujours de la carte d'identité, etc. Donc toujours des failles pour les fraudeurs. On aura tous les acteurs de services de confiance proposeront un wallet demain. Hein. On en fait partie dans le groupe Signaturite où on sera en capacité de proposer un wallet, où on participe au wallet européen. On sera en capacité de les accepter, effectivement, pour nos clients, d'en proposer. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et forcément, sur de la pièce d'identité, je vais être en capacité d'être sur des niveaux de certification substantiels où là, je vais pouvoir vérifier, avoir une identité numérique certifiée. Mais pour les autres documents que je mets dans mon wallet, en vrai, si on applique rien à côté, je peux mettre un document fraudé qui va me dire qu'il n'est pas fraudé. C'est pas parce qu'il vient d'un wallet qu'il est forcément vrai. Donc ça veut forcément dire que il va falloir continuer à travailler pour toujours détecter le faux en fait. Le wallet, là où il n'est pas la panacée, c'est qu'il peut comporter du faux si possible en fait. Donc il faudra. Puis de toute façon, il ne sera pas complet parce qu'il y a plein de documents qui sont dans la vraie vie. On l'a dit tout à l'heure en introduction. Nos clients, ils gèrent des dossiers, ils ne gèrent pas une pièce.
un dossier de crédit, il y a plein de documents qui ne seront pas dans le wallet. Et donc, il faudra, et c'est là que je voulais moi, en arriver, il faudra des plateformes de contrôle avec du wallet, mais aussi avec des contrôles de tout ce qu'on a cité préalablement. Et tout ça sera complémentaire. Et puis, il faut accompagner le changement. Hein. On est quand même dans une société où il y a une fracture numérique aussi encore qui existe. Et pourtant, ces personnes ont aussi besoin d'accéder à des parcours de crédit, à des parcours de téléphonie, des parcours d'assurance. Et il faut pouvoir accompagner aussi ces parcours. Donc, on ne pourra pas passer du wallet du jour au lendemain. On sera obligé de l'accompagner par du parcours parallèle, par donner la possibilité et du choix à nos candidats. En tout cas, c'est notre rôle, c'est d'accompagner nos clients. Ouais. Carte bancaire versus chèque, c'était il y a 45 ans que la carte bancaire est arrivée en France. Et le chèque, il représentait 80% à l'époque. Il en représente encore 3%. C'est les 3% fonds de cuve, mais ils sont toujours là. Et on en revient sur le politique du départ. 45 ans. On en revient sur le politique du départ, c'est que le chèque, moi je donne pour le coup mon exemple personnel, la seule raison pour laquelle j'utilise un chèque, c'est pour payer la cantine. Voilà. Mais peut-être que bientôt, et le taux de fraude sur le chèque est le taux de fraude le plus élevé de tous les moyens de paiement. Bien sûr. Mais pour des petites mairies, pour des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper, qui ont parfois qu'un agent, c'est quand même plus facile d'accepter un chèque que de mettre en place des flux bancaires. Donc pour l'instant, c'est encore le cas. Il n'est pas complètement mort le chèque. Et ça nécessite une initiative politique si demain on veut vraiment l'arrêter. Moi, je pensais au digital euro. Là, on est encore dans l'euro digital, on est dans la science-fiction, mais on n'empêche que là aussi, enfin non, pas tellement. On peut faire un autre webinaire sur ce sujet. Ouais. Exactement. Non, mais finalement, ça, on en revient toujours à la même chose. Tout ce qui est physique, documents physiques papier, comme le chèque ou comme aujourd'hui, on n'a plus trop de bulletins de salaire imprimés, mais bon, ils sont toujours là matérialisés sous forme de documents. Tout ça est falsifiable, fraudable, alors que le digital, le QR code qu'on nous enverra avec l'identité et le wallet, peut-être que ce sera plus compliqué de frauder tout ça. On n'y est pas encore, donc encore beaucoup de travail et beaucoup d'entraînement. C'est vrai. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, alors on n'a pas abordé un sujet qui était celui de la blockchain, qui est un micro-sujet, mais ça fait partie des technologies de confiance. Et j'ai fait un post LinkedIn récemment, enfin cette semaine d'ailleurs, en disant que c'était un pétard mouillé, et il y en a beaucoup m'ont dit non, c'est pour ci, c'est pour ça. Non, c'est invisible, mais c'est là. Enfin, c'est utilisé. Alors c'est vrai qu'il y a des exemples d'usage. Hein. Quel est votre avis sur la blockchain? On en parle depuis bientôt 10 ans, et finalement aujourd'hui. Sur la vérification documentaire, on ne peut pas dire que ça a vraiment fait ses preuves. Hein. Il y a une blockchain qui est connue au niveau français, qui s'appelle Archipel. Aujourd'hui, cette blockchain, il y a très peu en fait de fournisseurs qui y adhèrent. Donc, si les fournisseurs n'y adhèrent pas, le principe de la blockchain, c'est qu'il y ait de plus en plus de fournisseurs pour qu'on puisse de plus en plus vérifier ces documents. S'ils n'y adhèrent pas, ça ne sert presque à rien finalement. Donc, moi, en tout cas, d'un point de vue fraude documentaire, la blockchain n'a pas vraiment fait ses preuves. Et on ne voit pas beaucoup de demandes de la part de nos clients sur ces sujets. C'est pas là-dessus qui nous challenge, hein, clairement pas. Nous, c'est un peu pareil. Il y a un intérêt, il y a une velléité mais quand on rentre dans la vraie vie, on se rend compte que si je reprends le cas d'usage des bulletins de salaire, la blockchain pour les bulletins de salaire, elle sert à aller chercher, pas chercher le document parce qu'on est en blockchain, on va chercher par le hash en fait l'existence du document dans un coffre-fort numérique. Alors il y en a plusieurs sur le marché, et les chiffres, c'est environ 15% des Français qui ont leur bulletin de salaire dans un coffre-fort numérique. Alors il augmente rapidement ce chiffre, mais ça ne reste que 15%. Allez, disons 20% d'ici 2-3 ans. Ça veut dire que ce n'est que dans 15 à 20% des cas qu'on va pouvoir avoir la certitude que ce bulletin de salaire existe bien et qu'il n'a pas été altéré. D'où l'importance de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir la panoplie totale de toutes les technos disponibles et à faire jouer en fonction de la disponibilité de ce document. Donc si nous, on veut, par exemple, le client nous dit je veux la garantie totale sur ce bulletin de salaire, on va, si possible, aller le chercher dans une blockchain. S'il n'y est pas, on va regarder s'il a un 2D doc. Comme il y en a très peu, on l'a dit aussi, des 2D docs sur les bulletins de salaire, alors souvent, on va aller chercher les contrôles classiques, extraction de la donnée, contrôle
Alors là, on pourrait passer 2 heures de tout ce qui est contrôlable sur un bulletin de salaire. On recalcule tout ça, on vérifie, et puis on contrôle aussi la cohérence avec l'ensemble du dossier. Et on finit finalement par ce niveau-là de contrôle. Et donc, c'est vrai que les technos blockchain, open data, etc. sont intéressantes, sont séduisantes, mais malheureusement, le frein aujourd'hui, c'est leur accessibilité et le nombre de cas d'usage réels auxquels elles s'appliquent. Alors, et ma dernière question, justement, c'est Catherine, tu disais tout à l'heure, nos clients, enfin que vos clients chez Signaturite, vous ne challengez pas sur la blockchain, mais justement, sur quoi ils vous challengent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des technologies ou des demandes particulières? Et là, je m'adresse aux deux. Hein. Alors, on a un peu de tout, mais effectivement, aujourd'hui, on est plutôt très challengé sur la partie open banking. Hein, beaucoup. L'open banking, l'open data, c'est en vogue, forcément. Sur de l'IA générative, la capacité et la vélocité à processer de plus en plus de documents, des documents de plus en plus compliqués, des documents manuscrits. Jean-Christian en parlait tout à l'heure, hein, l'avantage de l'IA générative, c'est qu'on va être en capacité de pouvoir lire et extraire des données sur des documents manuscrits, ce qu'on n'était pas du tout en capacité de faire ensuite. Et puis, surtout, de plus en plus sur la métadonnée et les appels aux bases. On nous demande de plus en plus d'aller vérifier l'origine, le logiciel d'origine du document, s'il a été modifié, pas modifié. Et c'est vrai que ça, l'IA nous aide beaucoup là-dessus. Et les agents IA qu'on développe aussi nous aident beaucoup à pouvoir aller beaucoup plus loin dans les contrôles et dans l'analyse que l'on va faire du document. En fait, maintenant, on n'analyse plus un document, c'est fini. Les clients ne nous demandent plus de l'analyse documentaire. Ils nous demandent de l'analyse de la data dans son ensemble. Je suis aligné, on est pareil, on nous demande de chasser les faux positifs. Ça, c'est très important. Donc, les clients commencent à être assez éduqués au contrôle documentaire et ils vont vraiment de plus en plus dans le détail et regarder la qualité de performance de détection de nos outils. Et la grosse nouveauté, depuis quelques mois, alors qu'avant c'était l'éléphant dans la pièce, c'est qu'ils nous demandent de plus en plus, et là ils font appel à ce que je disais en intro, on fait du BPO, du back-office depuis 50 ans, ils nous demandent, voilà, merci, votre outil, il génère des alertes, ce bulletin de salaire, il est louche, il faudrait le regarder. Ils nous demandent de mettre en place des équipes d'experts, des analystes, fraude, qui vont regarder et enquêter sur ces alertes. Ouais. Donc, ils ne vont pas regarder le document, parce que là, on sait qu'il y a une fraude potentielle. Donc, ils ne vont pas creuser le document, c'est fait. Par contre, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller passer quelques coups de fil, faire des recherches que je ne mentionnerai pas, pour aller enquêter sur la personne, un peu comme le fait la Sécu, hein, quand ils ont des doutes sur un truc. Nous, on est de plus en plus sollicités pour faire appel à des analystes humains pour aller enquêter, pour voir s'il y a une fraude ou pas. Ouais, sur l'adverse média, ce genre de choses, je suis assez d'accord. Et dans tous les cas, on peut... ça, c'est une conviction personnelle, mais l'IA ne remplacera jamais l'humain à 100%. Il est là pour accompagner, pour aider, pour améliorer l'efficacité, mais il ne remplacera jamais à 100%. C'est la combinaison des deux qui fait qu'on est capable de lutter contre la fraude de manière efficace. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux. Alors d'ailleurs, quelle est votre actualité? J'ai vu que Jean-Christian, tu allais intervenir dans... Non, j'ai rêvé. Un peu moins d'un mois chez InBank, la conférence très numérique aussi dans le monde de la banque, où on va aborder aussi, ils sont très appétents au sujet fraude. Ouais. D'accord. Et Catherine, une actualité, une conférence, on sera présent chez Vivatech, comme une grande partie certainement de mes collègues. On sera là. Moi personnellement, je pense que je serai présente avec une partie de l'équipe. Nous, l'actualité, elle est plutôt sur le groupe Signaturite. Hein. Maintenant, on est à la fois sur l'Espagne, sur la France, avec des produits qui sont opérés à la fois sur les deux, donc avec des marchés différents, mais qui est très challengeant. Très bien, merci en tout cas, c'était très intéressant. J'ai noté plein de choses et je vous ferai un retour rapidement de tout ce que j'ai noté dans un article. Restez à l'écoute. Merci à tous les deux et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.